Je voudrais ajouter quelques mots à cette première mise en perspective et puis après on pourra rediscuter. Quelques mots tout d'abord pour parler de l'analyse historiographique du programme, puisque tu as commencé en disant que ça n'était pas un projet, que tout ça s'était fait de hasard, qu'il n'y avait pas de trajectoire. Alors pour quelqu'un qui fait de la prosopographie bourdieusienne une bonne partie de son temps, ça laisse un soupçon dubitatif et du coup on se dit qu'il y a un peu d'illusion biographique là. En l'occurrence, moi je fais partie des gens, lecteurs puis finalement collaborateurs du programme, qui voient tout de même se dessiner quelque chose de la logique de l'historiographie et des sciences sociales de ces 30 dernières années. Et en particulier cette question sur laquelle tu es revenu dès le début, de la place de Marx. Pourquoi je dis marxien plutôt que marxiste? Pas seulement parce que je ne voudrais pas paraître marxiste, mais parce qu'aussi, il me semble que ce qui se passe au départ de ce projet, c'est une interrogation assez caractéristique des années 1970, en particulier en France, autour de la place de Marx dans les sciences sociales. C'est-à-dire une question qui, au départ, la tienne, si on lit la conclusion de ton article de 1972 dans les Annales, on constate quand même quelque chose qui est, du point de vue lexical, assez marqué par la langue de Marx, c'est-à-dire comment l'Europe passe disons, du Moyen-Âge à l'époque moderne à travers la question de la transformation du mode de production. Et donc, cette question du mode de production féodal et du mode de production capitaliste. Or, cette question, qui est très économique, se transforme assez rapidement en une question politique. Alors elle se transforme au contact de questions propres à l'histoire médiévale française, et tu en parles, le séminaire de Bernard Guenet, et d'autres questions qui poussent à la réhabilitation, disons, d'une forme d'histoire politique, mais elle se transforme aussi, il me semble, par une évolution très large des sciences sociales dans leur insatisfaction vis-à-vis du marxisme à la française, c'est-à-dire d'une vision à la fois structuraliste et économiciste du marxisme. Et c'est en ce sens où la question marxienne s'en distingue un petit peu, parce qu'on va assister à toute une série d'œuvres qui seront en dialogue critique avec Marx, mais en y réintroduisant précisément des questions qui sont celles de l'imaginaire, du symbolique. Et là, on voit Bourdieu, Godelier, Castoriadis, qu'on peut mettre un peu en parallèle, et qui renoue avec des marxismes étrangers, qui soient ceux de Lukács, ceux de Gramsci ou ceux d'E.P. Thompson, tout à fait marginaux dans l'espace francophone. Et donc cette question-là produit, à mon avis, la jeunesse de l'État moderne dans un sens assez original, mais met du coup le politique dans une position, et là assez godeliérienne, d'instance, disons, déterminante par un renversement de la lecture. Et je pense que même s'il y a ce volume culture et idéologie qui est tout à fait vrai et qui marque la place du culturel dès les années 80, le centre de gravité se situe d'abord là. Et que ce qui se transforme à nouveau dans les années 2000, c'est précisément un glissement vers une question plus culturelle, mais qui du coup est aussi un glissement de la question de l'État vers la question de la société politique, ou même un élargissement qui est celui que Katia a désigné tout à l'heure, c'est-à-dire on passe au fond de la jeunesse de l'État moderne à la jeunesse de la modernité européenne dans un sens très élargi, en même temps qu'on revient à la question de l'Église grégorienne et donc à ce décalage chronologique que Bruno a pointé. Et de ce point de vue, il me semble qu'il reste trois questions ouvertes, qui chacune d'ailleurs renvoie à une partie des interrogations soulevées par les uns et les autres jusque-là. La première question, c'est la question de savoir quel est le modèle de modernité qui est à l'œuvre derrière cette idée que le Moyen-Âge donnerait naissance à l'État moderne. Quel est le modèle de modernité que tu utilises? Et au fond, pour moi, précisément, qu'il s'agisse de l'État dans les années 80 ou de l'Église dans les années 2000-2010, c'est un modèle de la domination. C'est-à-dire que c'est là où ton Bourdieu et ton Marx se rejoignent assez bien. Cette historiographie, c'est d'abord une historiographie de la domination. Une historiographie qui pose du coup la question du consentement ou la question de faire société dans une vision très verticale, disons, de l'ordre social. La centralité, il me semble, est donnée à la relation d'autorité, et y compris ensuite à son extension spatiale et territoriale au-delà de la cité. Mais cette question verticale produit, il me semble, une première interrogation sur la description historique du Moyen-Âge et sur le maniement conceptuel de la modernité. Parce que la modernité, pour la tradition de l'histoire et des sciences sociales, en particulier celle de la deuxième moitié du XIXe, c'était plutôt, il me semble, un modèle horizontal.
un modèle horizontal. Et là, on trouve la question de la ville. Et la question de la ville, c'est la question économique que tu as évoquée, à laquelle Katia a fait allusion, mais c'est aussi une question politique, la question de la ville. C'est plus largement la question de la contractualisation de la société qui va des négociations des paysans ou des bourgeois avec leurs seigneurs pour l'obtention de chartes de franchise ou de liberté communale, jusqu'à la diffusion du notariat et l'émergence du laïcat cultivé, c'est-à-dire des formes que je dirais grossièrement horizontales, mais disons qui sont celles qui intéressent en grande partie Weber ou Durkheim, par exemple, et qui là, de fait, se trouvent un peu marginalisées. Alors, je ne veux pas remplacer une causalité par une autre et dire qu'au modèle vertical de l'État, il faut substituer un modèle horizontal, mais disons que la combinaison des deux me semble, là, un premier élément, disons, à discuter. Deuxième élément, quelle est l'échelle de cette modernité sur laquelle nous travaillons dans cette question de la jeunesse de l'État moderne? Alors, échelle géographique, je passe très vite dessus parce que, en fait, ça vient d'être discuté par Michel. On voit bien qu'il y a un noyau central qui est celui de la France et de l'Angleterre et de cette dualité monarchique, et puis ensuite, il y a une extension à l'Europe occidentale, puis une extension à l'Europe dans un sens encore un peu plus large, et que cette extension est reprise précisément par la problématique de l'Église à travers un autre concept géographique qui est celui de la chrétienté. Mais que, malgré tout, la force de la réflexion repose sur le modèle comparatif. Il y a peu d'études aussi comparatistes que cela au niveau européen. Mais d'un autre côté, la divergence européenne me semble quand même parfois présupposée par rapport à l'enquête comparative à l'échelle mondiale. Et donc je pense que la question de la globalisation de l'État moderne est tout de même une question qui reste pendante. Et puis, échelle sociologique, et là aussi je reviens sur ce qu'a dit Michel, parce que en relisant les contributions de tous ces programmes de jeunesse de l'État moderne, enfin je n'ai pas lu les 50 volumes, mais j'en ai lu beaucoup, mais parce que ça a été quelque chose qui a accompagné, je pense, beaucoup de gens de ma génération qui travaillent sur l'Europe de la fin du Moyen-Âge, je me suis dit, et ça concerne aussi mes propres contributions, puisque j'ai écrit dans un certain nombre des derniers volumes, que l'échelle d'appréhension de la plupart des travaux était extrêmement macroscopique. Macroscopique, même quand il s'agit d'études de cas, c'est-à-dire qu'on a très peu de contributions dans ces volumes qui relèvent de la micro-sociologie ou de la micro-histoire, que finalement la question des pratiques et des acteurs face à la question de l'État moderne, ou alors la question de la perception de la modernisation telle que Michel vient de la poser est largement dans l'ombre, ce qui est encore renforcé par ta prédilection, tu l'as dit dès le début, pour les méthodes quantitatives aussi bien textométriques que prosopographiques. Or, c'était par exemple dans la même chronologie la question qui était posée par Giovanni Levi dans Le pouvoir au village. C'est-à-dire que je ne veux pas revenir ici sur les débats méthodologiques entre la micro-histoire et la macro-histoire, mais simplement sur le fait que Levi, ce qui l'intéressait dans ce livre, donc sur un village piémontais du XVIIe siècle, c'était comment, quand on analysait la vie, le tissu local de la vie sociale, finalement, on voyait quelque chose de complètement différent de la grande histoire de l'État moderne, qui en l'occurrence était identifié par l'État piémontais savoyard du XVIIe siècle, et même que quasiment, enfin Lévy le dit plusieurs fois, on ne le voit pas, l'État moderne, ou alors on voit tout autre chose que l'État moderne. D'où, deuxième question, est-ce qu'il y a une saisie possible pour toi de ce qu'est l'État moderne et de la modernité à l'échelle micro? Ou est-ce que justement la modernité ne se caractérise-t-elle pas, alors ou bien par une fiction juridico-politique, c'était l'hypothèse de Michel, ou bien, deuxième hypothèse, est-ce que l'État moderne ne se caractérise pas par la jeunesse de ce niveau macro? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas précisément le niveau auquel on peut l'observer, ce qui pose la question de l'État? Et du coup, est-ce que la question de la modernité nous oblige forcément à passer par les institutions et par l'échelle institutionnelle? Ou est-ce qu'en renouant avec une certaine lecture de Durkheim ou avec d'autres sociologues contemporains comme Luhmann, la question de la modernité, au-delà des institutions, peut se poser en termes de morphologie sociale spécifique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une morphologie spéciale à l'Europe de la fin du Moyen-Âge, en termes de médiation, par exemple, sociologique? C'est-à-dire,
en termes de façon qu'a la société européenne de se rapporter à elle-même différemment, éventuellement, d'autres sociétés. Et puis enfin, dernier aspect, quelle est la nature de cette modernité ? Et là, au fond, ça me conduit à une approche plus réflexive de la notion de modernité que tu engages dans ce projet historiographique et qui me semble manifestée par le fait que tu as choisi de consacrer les derniers volumes à la question de la vérité ou à la question de la légitimité. Ça nous ramène à la question des acteurs et du consentement, de la domination et des assemblées, mais cette fois-ci, le nouage se fait d'une nouvelle manière qui n'apparaissait pas, à mon avis, dans le projet des années 80-90, et par une sorte de rencontre paradoxale entre Pierre Bourdieu et Michel Foucault sur le terrain des sociétés médiévales européennes. Alors cette façon de mettre la vérité et la légitimité au cœur de la question me paraît être d'une grande fécondité, mais en même temps poser une question cruciale pour l'historien à propos de la modernité. Est-ce que la modernité se définit par un type donné de sujet et de subjectivité ? C'est le versant foucaldien de la question. Et si oui, est-ce que cette subjectivité serait de nature réflexive ? Et si oui encore, et c'est là où on bascule de la question de Foucault au fond à la question de Bourdieu, à la question de la sociologie historique, est-ce que ces sujets réflexifs sont eux-mêmes articulés à une réflexivité collective, c'est-à-dire que, est-ce que par exemple la production d'une subjectivité spécifique par l'Église, si je veux être moins abstrait, ou est-ce que la production d'une subjectivité par la dissidence religieuse s'articule à la question d'une communauté qui négocie ou résiste à son seigneur, d'une assemblée urbaine ou d'une assemblée de croyants qui décide à un moment donné de s'engager dans un rapport conflictuel avec une autorité ecclésiastique. C'est-à-dire qu'au fond, la question c'est est-ce que la modernité culturelle qui émerge de la dernière partie du programme est de nature réflexive et passerait à ce moment-là par l'acquisition et la formulation de savoirs individuels et collectifs sur ce qu'est la société. Alors, c'est ce que je crois, mais dans ce cas-là, ça pose un problème qui est celui du sous-titre de la légitimité que tu donnes, c'est-à-dire le sous-titre d'implicite. Parce que si la modernité se définit par une agency spécifique des acteurs européens et par la capacité de la société à plusieurs échelles à expliciter ses règles, à les mettre en question, à les critiquer, y compris par la révolte, alors du coup, ce n'est pas forcément compatible avec la notion et l'hypothèse de légitimité implicite. C'est-à-dire que précisément, il me semble que légitimité implicite, on est au cœur du pli paradoxal de ce projet et au cœur d'une difficulté qui nous oblige à reconsidérer l'ensemble de la question à cette aune. En même temps, et je finis par là, si on admet que cette nature réflexive de la modernité est précisément le cœur du projet historique tel que tu finis et nous finissons avec toi par le développer collectivement, alors effectivement on se situe du coup dans une certaine tradition philosophique des Lumières en même temps que dans notre pratique d'historien, et il me semble que cela permet, et là je reviens à ce que disait Bruno, cela permet une sorte de réinterprétation historiciste de cette tradition intellectuelle de Kant à Foucault et sa réintégration dans le travail empirique de l'historien en même temps que le rapatriement du Moyen-Âge à l'intérieur des problématiques vives des sciences sociales. C'est-à-dire que cela permet une sorte de redéfinition de l'histoire comme généalogie, si on entend par là l'articulation entre l'historicité des sociétés du passé et l'historicité des sciences sociales qui les saisissent, mais qui en partagent en même temps la temporalité. Et je m'arrête ici, c'est-à-dire au point, il me semble, où se rejoignent la modernité présupposée des sociétés du passé et celle que nous nous prêtons à nous-mêmes, c'est-à-dire une généalogie historique qui soit une mise en abîme de nos savoirs et de nos pratiques. Et donc, toutes ces questions me semblent effectivement traverser l'ensemble de notre discussion de l'après-midi, et c'est autour d'elles que je vous propose maintenant que nous discutions. Alors, du coup, la parole est dans la salle.